Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, un plan de riposte continentale face à la pandémie de Covid-19. Les chefs d'État africains se sont concertés par visioconférence sur les solutions sanitaires et économiques à apporter. Des couloirs humanitaires pourraient notamment être ouverts. Une gouvernance par décret-loi en Tunisie. Cette mesure exceptionnelle votée par l'Assemblée des représentants permet au Premier ministre de contourner le processus législatif habituel en cette période de crise sanitaire. Et la commune de Gombe en République démocratique du Congo placée en quarantaine. Les habitants vivaient ce lundi leurs premières heures de confinement. Gombe est l'épicentre de l'épidémie dans le pays. Une réponse sanitaire et économique face à la pandémie de coronavirus. C'était le sens de la réunion des chefs d'État africains tenue par visioconférence. Car si l'Afrique est encore aujourd'hui relativement épargnée en comparaison aux autres continents, les systèmes de santé déjà fragiles pourraient être ébranlés et les économies durement impactées. Victoria Sedji. Une réponse africaine efficace et plus rapide à la pandémie de Covid-19. La question était à l'ordre du jour de la 3e téléconférence de suivi du Bureau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue vendredi 3 avril 2020. Une réunion de haut niveau convoquée par le président en exercice de l'UA, le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa. Réunion au cours de laquelle ont assisté de nombreux chefs d'État africains, mais également l'OMS, le CDC Afrique et le président français Emmanuel Macron. Il est donc heureux que l'Union africaine, avec d'autres partenaires, essaie de reprendre la main et de revenir à une réponse concertée et globale et être satisfait effectivement de cette initiative de l'Union africaine en souhaitant qu'elle se donne les moyens de sa politique. Pour contrer la pandémie, l'Union africaine a convenu de créer depuis le 26 mars un fonds continental anti-Covid-19. Fonds qui devrait être alimenté à hauteur de 17 millions de dollars par ses pays membres, dont 4,5 millions de dollars pour renforcer les capacités du CDC Afrique, son agence spécialisée, qui suit de très près l'évolution de la pandémie sur le continent. Vu les limites des pays et l'augmentation rapide des cas de contamination, le bureau encourage fortement à ouvrir des couloirs commerciaux et de transport humanitaire. Oui, il faudra beaucoup plus de moyens. Aujourd'hui, tout le monde s'inquiète pour l'Afrique parce qu'on voit ce qui se passe en Europe. C'est réalisable puisque les frontières ont été fermées au déplacement des personnes. Les frontières n'ont pas été fermées au déplacement des biens et des marchandises. Donc, le terrain est disponible pour cela, pour réaliser un couloir humanitaire en faveur des médicaments, en faveur des vivres. Il ne faut pas rendre la chaîne d'approvisionnement des pays à ce niveau-là. Cette solution prometteuse permettra donc facilement et avec beaucoup plus de précautions les fournitures de matériel médicaux sur le continent et il faudra agir dans l'urgence. Au 3 avril, 7741 cas ont été enregistrés en Afrique. Même si ce chiffre est encore largement inférieur à celui des pays occidentaux, les organismes internationaux appellent à la vigilance des pays africains. Pour ne rien négliger, le Bureau de l'Union africaine a appelé entre autres à une production médicale locale en Afrique pour mieux se prémunir elle-même. En Tunisie, face à la pandémie, les pouvoirs du chef du gouvernement vont être élargis et ce pour une durée de 2 mois. Le Parlement a voté cette mesure exceptionnelle à une large majorité avec seulement 17 voix contre. Le Premier ministre Elias Fakhfakh va donc pouvoir gouverner par décret-loi pendant les 2 prochains mois. Une disposition prévue par l'article 70 de la Constitution tunisienne. Ibayako. Une décision inédite pour un contexte inédit en Tunisie. Après de longs débats à l'Assemblée des représentants du peuple, la mise en application de l'article 70 de la Constitution permettant au chef de gouvernement Elias Fakhfakh de gouverner par décret-loi a été approuvée par les députés en visioconférence. Cette nouvelle prérogative permettra une mise en place rapide de mesures visant à arrêter la progression du coronavirus dans le pays. Nous sommes dans une situation inédite sans précédent et ce, à travers le monde entier. En Tunisie, nous nous dirigeons vers un scénario réussi puisque nous avons su répondre rapidement à cette crise, que ce soit au niveau économique, sanitaire ou social. Mais nous voulons rappeler l'importance du respect du confinement
et de la distanciation sociale afin de réussir à arrêter la propagation du virus sur notre territoire. Cette prérogative stipule que l'Assemblée des représentants du peuple peut, à la majorité des 3/5 de ses membres en vertu d'une loi et pour un motif déterminé, déléguer au chef de gouvernement qui ne dépasse pas les 2 mois le pouvoir de prendre des décrets-lois, lesquels seront soumis à l'approbation de l'Assemblée à la fin de la période. Une prérogative votée avec 178 voix pour, 17 voix contre et 2 abstentions. Le chef du Parlement n'a pas la majorité, ce qui amène donc à plusieurs débats au sein des 3 organes politiques, le Parlement, l'Assemblée et le gouvernement. L'idée aujourd'hui de s'unir pour confronter un seul et même problème qui réside dans la progression du virus. Cela n'empêche pas les débats, mais ils ne doivent pas entraver le travail du gouvernement dans cette situation urgente. Depuis le début de cette crise sanitaire, le débat entre législatif et exécutif s'est accentué. La commission du règlement intérieur du Parlement avait ainsi produit une contre-proposition entravant le projet initial du gouvernement et réduisant le champ d'application de l'article 70. Cette crise de confiance entre législatif et exécutif est devenue patente depuis que le président de la République a rappelé en février 2020 que dissoudre l'Assemblée comptait parmi ses prérogatives. Et mesures symboliques au Malawi face à la pandémie de coronavirus. Le président Peter Mutharika a annoncé une réduction de son salaire, de celui de ses ministres, de ses vice-ministres. Une baisse de 10% pendant 3 mois. La différence servira à alimenter les fonds destinés à la lutte contre la maladie. Grazela Tchakounte et Nathalie Mo. Solidarité, tel est le mot d'ordre face à la pandémie mondiale de Covid-19. Pour financer son plan de riposte, le gouvernement du Malawi n'a donc pas hésité à mettre la main à la poche. Le président Peter Mutharika a annoncé ce samedi la baisse de son salaire ainsi que celui de ses ministres. Il faut dire que l'impact de la maladie est particulièrement redouté dans ce pays d'Afrique australe où 51,5% des 17 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Je demande au Trésor de réduire les salaires du président, des ministres et des vice-ministres du gouvernement de 10% pendant 3 mois et d'utiliser ces ressources contre le coronavirus. Concrètement, il est prévu sur le plan sanitaire le recrutement de 2000 agents de santé supplémentaires, la mise en place de nouveaux centres de dépistage du Covid-19 et l'importation de produits essentiels pour lutter contre la propagation du virus. Sur le plan économique et social, le président Mutharika a annoncé entre autres la baisse des prix du carburant, le report d'échéance pour le paiement des taxes et la mise en place d'un fonds spécial pour le développement agricole. Quand on a une population comme ça, il faut faire accompagner la mesure de l'état d'urgence de la réactivation de l'état-providence. Il y a lieu de parier qu'on risque de se retrouver en face d'une résistance, non pas par désinvolture, mais par instinct de survie. Ces nouvelles mesures s'ajoutent à l'état d'urgence déclaré le 23 mars au Malawi. Le Malawi qui compte désormais 3 cas confirmés de coronavirus sur son sol. Et pour éviter une hausse accrue des cas, des mesures de confinement ont été prises dans plusieurs pays, à l'instar de Madagascar. La Grande Île, où la période de confinement partiel est prolongée de 2 semaines, annonce faite ce dimanche soir par le président malgache André Rajoelina, le chef de l'État, qui a également rappelé que le port du masque restait obligatoire pour tous ceux qui étaient contraints de sortir. Madagascar, qui compte aujourd'hui plus de 70 personnes positives au Covid-19. Le confinement, c'est justement la stratégie adoptée en République démocratique du Congo, un confinement qui concerne uniquement la commune de Gombe, centre des affaires de la capitale Kinshasa, est considéré comme l'épicentre de l'épidémie dans le pays. Une désinfection massive est également prévue pendant cette période. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La commune de la Gombe est en confinement depuis ce lundi 6 avril 2020 pour 14 jours. À l'hôtel de ville de Kinshasa, ce dimanche 5 avril, c'était une bataille pour avoir l'accréditation d'accès à cette zone. Difficile dans cet engouement de respecter les règles de distanciation.
C'est la désorganisation. Ils ont décidé depuis vendredi et ils doivent savoir que dans le commune de la Gombe, il y a des entreprises qui fonctionnent. La première fois, il a décidé brutalement comme ça. Déjà, se sont entassés dans les supermarchés, dans les marchés. Et voilà aujourd'hui encore, dans les mêmes sites de décision, vous regardez des responsables qui n'observent même pas un mètre. Le Covid-19 totalise en RDC 161 cas confirmés et 18 décès, une propagation exponentielle qui ouvre les débats sur l'efficacité de l'isolement d'une seule commune. Notons qu'environ 20 000 personnes auront accès à la commune de la Gombe pendant cette période pour des services minimums. Pendant la période de confinement, nous allons tout simplement prendre ce qu'on appelle les services minimums et notre équipe médicale pour suivre les agents et puis faire des mouvements de compte pendant la période de confinement. Peut-être une petite partie des réceptions des dossiers. Donc nous avons besoin de mettre en place une petite équipe seulement d'une dizaine de personnes. C'est à la commune de la Gombe que le premier cas de coronavirus a été déclaré en RDC le 10 mars 2020. La commune se place largement en tête des listes de total des cas enregistrés. Face à un système de santé qui reste à désirer, beaucoup ont souhaité un confinement total de Kinshasa. Une option difficile à appliquer quand on considère que la majeure partie de la population vit au quotidien. En Côte d'Ivoire, 1 million de ménages n'auront pas à payer leurs factures d'électricité. Le gouvernement a annoncé une prise en charge pour les abonnés au tarif social pour les mois d'avril et de mai. Quant aux autres ménages, le paiement est repoussé. Une mesure annoncée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Kamesh Katapoulé, commentaire Ange Bijou Nomenio. La Côte d'Ivoire prendra en charge les factures d'électricité d'1 million de ménages abonnés au tarif social. Une mesure économique destinée à aider les familles en cette période de crise sanitaire. L'annonce a été faite le 31 mars dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elle concerne uniquement les factures du mois d'avril et de mai. Tout ayant été évalué à 1 700 milliards, donc c'est à l'intérieur de ça qu'il y a, dans tout ce qui est prévu pour l'accompagnement social. Mais il faut dire qu'il s'agit effectivement des gens vraiment qui sont abonnés à la tranche sociale. Donc, on les estime effectivement grosso modo à près d'1 million de ménages. La prise en charge sera octroyée aux ménages dès la semaine prochaine sous la forme d'un crédit d'énergie gratuit. Un report du paiement des factures d'électricité du mois d'avril et de mai est également prévu pour l'ensemble des ménages. Le gouvernement ivoirien précise que la date de paiement d'avril est repoussée à juillet 2020 et celle de mai à août 2020. C'est une sorte où l'État se substitue directement aux gens. Bien sûr, il y a d'autres aspects. Il y a d'autres interventions qui concernent ces couches sociales. Tout ce qui va concerner la maîtrise du prix sur les produits de première nécessité, ce qui a conduit à une réduction de la fiscalité sur ces produits-là. Ces populations vont en bénéficier. Rappelons que cette mesure économique entre dans le cadre d'un plan de riposte supplémentaire annoncé par le Premier ministre. 1 700 milliards de dollars seront alloués pour limiter l'impact de la pandémie sur l'économie nationale. Et dans le reste de l'actualité, l'ail sous toutes ses formes, c'est le credo de la start-up tchadienne Toum Baladna, une jeune start-up qui s'est lancée dans la production et la transformation de l'ail, très prisée dans les plats locaux. Notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramdam, a rencontré sa fondatrice Fatimé Ousmane Akacha, un sujet commenté par Nathalie Mo. Toum Baladna, qui signifie en arabe local l'ail de chez nous, est une jeune start-up qui veut révolutionner le secteur agroalimentaire au Tchad. Fondée par la jeune ingénieure Fatimé Ousmane Akacha, cette entreprise produit, transforme et commercialise localement l'ail sous différentes formes, notamment la purée d'ail, l'ail en poudre, l'huile d'ail et les gousses d'ail épluchées. Des assaisonnements très prisés dans les menus locaux. J'ai fait le tour dans nos marchés ici en N'Djamena et j'ai vu que l'offre en termes de gousses d'ail et l'ail épluché existait bien avant avec quelques petites commerçantes. Mais l'offre en termes de purée d'ail et l'ail en poudre n'existait pas. À cause de ça, je me suis lancée dans cette idée pour essayer de transformer ça en poudre et en purée pour mettre à la disposition du consommateur.
En s'investissant dans toute la chaîne de production, la start-up crée des centaines d'emplois aux jeunes Tchadiens. Les produits conditionnés 100% naturels de Tumbaladna envahissent progressivement les marchés, les alimentations du pays et s'invitent de plus en plus dans les menus tchadiens. Avant tout, on a un champ de l'ail. On produit l'ail, on transforme ça et on commercialise l'ail. Maintenant, nos produits sont déjà disponibles dans les alimentations, dans les restos, dans les supermarchés, au Moussouk et dans nos plateformes. Passionnée de l'agroalimentaire, la jeune entrepreneur Fatimé Ousmane Akacha compte moderniser ses activités et se lancer davantage dans la production et la transformation des autres produits agricoles pour faciliter la tâche aux amoureux de la cuisine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.